Que se passe-t-il lorsqu'un système d'armes secret change les règles de la guerre moderne et que 87 tanks ennemis disparaissent avant le lever du soleil? Le 25 septembre 2025, la guerre dans l'est de l'Ukraine atteint un tournant que peu avaient prévu. Aux premières heures de la matinée, la Corée du Nord, sous coordination directe avec le commandement russe, a déployé une force blindée jamais vue auparavant sur ce front. Au total, 87 tanks, T-62 et T-72, accompagnés de transporteurs de troupes BTR-80 et de véhicules de combat d'infanterie BMP-2, ont traversé la région de Donbass sous le couvert de l'obscurité. Leur mission était simple, percer la ligne de défense ukrainienne rapidement et de manière décisive pour effondrer le front en un seul assaut concentré. Mais l'Ukraine avait préparé le champ de bataille au centimètre près, et chaque route menant à cette vallée avait été transformée en zone de destruction. Les images satellites ont détecté le mouvement blindé juste après 3h12 du matin. La colonne avançait de manière serrée et délibérée, les phares atténués pour éviter toute détection. Des drones de reconnaissance russes Orlan 10 survolaient la zone, transmettant en direct les coordonnées aux observateurs d'artillerie pour guider les tanks nord-coréens à travers les routes rurales étroites et enneigées. Aux yeux d'un observateur non averti, il semblait s'agir d'une opération de renforcement de routine. Mais pour les analystes à Kiev, quelque chose ressortait immédiatement. Les villages le long du parcours étaient complètement plongés dans l'obscurité. Les fenêtres étaient barricadées, les routes abandonnées, pas une lumière civile visible. Cela indiquait que ce convoi n'était pas ordinaire. L'Ukraine avait volontairement évacué et vidé la zone plusieurs semaines à l'avance. Chaque champ, pont et carrefour avaient été cartographiés par des drones de reconnaissance et marqués par des équipes des forces spéciales. Le piège était déjà en place. À 3h21, le T-62 de tête, au centre de la colonne, est passé directement sur une mine antichar enterrée. L'explosion a projeté un feu de 18 mètres dans les airs, renversant le véhicule de 37 tonnes sur le côté et arrachant ses chenilles. Quelques secondes plus tard, une autre explosion a touché un transporteur BTR-80 juste derrière, dispersant des débris sur la route gelée. Le chaos a éclaté instantanément. Les canaux radio se remplissaient de voix et d'ordres se chevauchant. Les moteurs rugissaient tandis que les tanks tentaient de reculer pour percuter d'autres mines cachées le long du chemin de retour. La vallée était superposée de corridors de mines, chacun rempli de charges PG-7VL et d'obus d'artillerie de 150 mm reliés à des détonateurs à pression. En quelques instants, des explosions secondaires se sont enchaînées le long de la ligne. Chaque détonation en déclenchait une autre, transformant la vallée en cascade de vagues de choc et de métaux volants. Les réservoirs de carburant ont pris feu, les munitions ont explosé, et de denses colonnes de fumée noire s'élevaient dans le ciel nocturne. Les équipes de contrôle du feu ukrainiennes, positionnées sur des crêtes surélevées à plusieurs kilomètres, attendaient exactement ce signal. Leurs données de ciblage, transmises en temps réel par des satellites britanniques et des équipes françaises, confirmaient que la formation ennemie était maintenant immobilisée. L'ordre de tirer fut donné. À 3h27, la première salve d'artillerie commença. Des canons AS-90 britanniques et des Césars français autopropulsés, tirant depuis plus de 28 km, ont lancé leurs obus avec une précision chirurgicale. Chaque obus de 155 mm créait un cratère d'environ 1 mètre de profondeur, projetant des fragments d'acier sur plus de 90 mètres dans toutes les directions. Les premières salves ont touché les véhicules de commandement et les camions-citernes au centre de la formation. Les résultats furent dévastateurs. Des boules de feu éclatèrent, des explosions secondaires suivirent, et la ligne blindée se désintégra sous les bombardements précis. Puis le système HIS entra en action. Des roquettes guidées traversèrent le ciel nocturne, frappant plusieurs T-72 et camions de munitions. Un T-72 fut touché directement à sa tourelle. L'explosion a projeté la tourelle entière à près de 12 mètres dans les airs avant de retomber en flammes. Dans le ciel, des jets français Rafale brouillaient les systèmes radars et transmettaient l'imagerie thermique directement aux artilleurs ukrainiens. Les drones ont marqué les tanks survivants avec des lasers infrarouges pour les frappes suivantes. Une seconde vague d'artillerie a frappé 20 secondes plus tard, ciblant cette fois les positions arrière et les voies d'évasion. À 3h30, la vallée entière était en flammes. La température près des véhicules en feu dépassait 650 degrés Celsius. La chaleur déformait l'acier et faisait fondre l'asphalte. La fumée était visible à plus de 16 km. La coordination ukrainienne fut parfaite. Une exécution conjointe entre intelligence, artillerie et unités de drones laissait la formation blindée sans aucune issue. Les drones FPV, armés de charges thermobariques, effectuaient des attaques directes sur les véhicules exposés. Un drone plongea directement sur l'arrière d'un T-72, enflammant ses munitions et détruisant le châssis. Un autre intercepta un BMP-2 en retraite, détonnant et projetant des fragments sur la pente. Les forces spéciales françaises, positionnées à proximité, confirmèrent les explosions secondaires et demandèrent un appui-feu direct. Les équipes britanniques passèrent aux munitions à explosion aérienne, programmées pour éclater à 9 mètres au-dessus du sol, faisant pleuvoir des éclats à grande vitesse sur les équipages paniqués.
En même temps, les équipes de guerre électronique françaises et britanniques brouillaient les fréquences radio russes et nord-coréennes. À l'intérieur des tanks, les équipages se retrouvaient complètement isolés. Pas de communication, pas de visibilité, pas d'issue. À 3h33, le bombardement fit une courte pause avant de reprendre, plus intense que jamais. Chaque obus atteignait maintenant une précision quasi parfaite. Le fond de la vallée était devenu un paysage de feu et d'épaves. Les drones d'observation russes ont tenté de reprendre contact, mais ont été abattus par les unités de défense aérienne ukrainiennes avant de pouvoir transmettre quoi que ce soit. La frappe coordonnée avait complètement aveuglé les attaquants. À 3h40, les résultats étaient indéniables. Au moins 60% des tanks nord-coréens avaient été détruits. Des dizaines de véhicules brûlaient de manière incontrôlable, leurs tourelles détachées, leurs munitions continuant d'exploser par rafales rythmiques. Cependant, tous les tanks n'avaient pas été neutralisés. Un petit nombre de T-72 et de T-62 avaient encore des moteurs fonctionnels. Avec la retraite impossible et les communications coupées, le commandant de terrain nord-coréen donna un ordre désespéré : avancer. S'il devait mourir, ce serait en avançant. Les moteurs rugirent. Les tanks survivants se regroupèrent et commencèrent à pousser à travers les épaves en flammes. Les mitrailleuses coaxiales tiraient sur les lisières des bois pour neutraliser toute embuscade possible. Des obus fumigènes éclataient le long des flancs pour masquer les mouvements. L'objectif n'était plus la victoire, mais l'évasion. Les tanks avancèrent dans la vallée étroite, tirant aveuglément vers les crêtes. Mais l'Ukraine était prête. Le long de la lisière des bois, des équipes anti-chars étaient en embuscade, opérant par paires, équipées de lanceurs britanniques NLW, de variantes françaises AT-4 et de missiles américains Javelin. Ils avaient été entraînés pour ce moment précis. Le premier Javelin verrouilla un T-62 tentant de se dégager d'un cratère. Le missile frappa par le dessus, traversant l'armure plus fine et provoquant une détonation interne catastrophique. Le véhicule entier disparut dans une boule de feu, les flammes s'élevant à 12 mètres de hauteur. Un autre missile lancé à seulement 90 mètres toucha le côté d'un BMP-2, le détruisant instantanément et bloquant la route complètement. D'autres tanks tentèrent de s'aventurer dans les champs gelés, mais s'enlisèrent rapidement dans la boue et la neige. Leurs chenilles tournaient dans le vide. Les drones en hauteur transmettaient les coordonnées en direct aux batteries d'artillerie, qui ajustaient leurs tirs en quelques secondes. Les canons français César et britanniques AS-90 reprirent le feu, lançant des obus à explosion aérienne toutes les 30 secondes. Chaque détonation détruisait les équipages exposés et les optiques des véhicules. En moins de 4 minutes, la poussée blindée s'effondra complètement. Seuls 6 tanks réussirent à franchir la zone de feu initiale. 3 furent immédiatement touchés par des roquettes HIS. Un T-72 prit un impact direct sur son compartiment moteur arrière, s'enflamma et s'immobilisa. Un autre fut frappé en pleine manœuvre, l'explosion le soulevant de plusieurs mètres. Les 3 restants tentèrent de reculer, mais ne trouvèrent aucun chemin sûr, seulement des épaves et du carburant en feu. L'infanterie ukrainienne progressa derrière les destructions, soutenue par des quadcoptères et des drones FPV, lançant des grenades RKG 1600 directement sur les moteurs. Chaque grenade pénétrait les plaques d'armure et enflammait les réservoirs de carburant. À 3h47, tout élan en avant avait disparu. La contre-offensive avait échoué. Ce qui avait commencé comme une attaque mécanisée était devenu un cimetière de métal et de feu. Des carcasses calcinées jonchaient le sol de la vallée. Les corps étaient éparpillés parmi les véhicules détruits. Les rares survivants, sortis de leurs tanks, furent rapidement repérés par des drones et neutralisés par des snipers sur les crêtes. Il n'y eut ni sauvetage, ni renfort, ni échappatoire. À 4h10, le champ de bataille était silencieux. Plus de 60 véhicules blindés étaient confirmés détruits ou hors d'usage. Les seuls sons étaient le crépitement des feux et les explosions occasionnelles des munitions. Les images de drones capturés par le renseignement ukrainien montraient une longue traînée d'armure détruite s'étendant à travers la vallée, preuve d'une annihilation totale. La contingent nord-coréen envoyé sous commandement russe avait été anéanti en moins d'1 heure. À 4h30, les unités terrestres ukrainiennes sécurisèrent la zone. Les ingénieurs commencèrent à dégager les débris et à vérifier les munitions non explosées. Les équipes médicales cherchèrent les survivants. Près d'une grange effondrée, ils trouvèrent 2 membres d'équipage nord-coréens, l'un gravement brûlé, l'autre à peine conscient. Malgré la dévastation, les médics ukrainiens les soignèrent immédiatement. Bandages, eau, et même un soldat partagea sa propre veste pour protéger le blessé. Pas d'hésitation, pas de vengeance, seulement le devoir. À quelques centaines de mètres, un petit groupe de soldats russes sortit d'une structure endommagée, les mains levées. Ils étaient froids, désorientés et désarmés. Les troupes ukrainiennes s'approchèrent prudemment, mais sans agressivité. « Vous êtes en sécurité maintenant », leur dit un soldat en russe. « Nous suivrons les règles. » Les prisonniers furent escortés vers des zones temporaires, reçurent des soins, de l'eau et de la nourriture. Ceux pouvant marcher furent conduits à pied, les autres portés sur des brancards.
Des tentes de campagne furent rapidement transformées en postes de secours improvisés. Du pain, du thé et des fournitures médicales de base furent distribuées. Les caméras corporelles, plus tard publiées, montraient des soldats ajustant le matériel des prisonniers pour les rendre plus à l'aise et leur donnant des instructions claires et calmes. Ce n'était pas pour la propagande, malgré la perte récente de nombreux camarades, les soldats ukrainiens comprenaient la ligne entre combat et cruauté. Lorsque l'aube se leva sur le Donbass, la vallée était en ruine. L'air était épais de fumée et d'odeur de carburant. Les ingénieurs continuaient de dégager les épaves tandis que les équipes de déminage neutralisaient les munitions actives. Les équipes médicales travaillaient sans relâche, non seulement pour leurs blessés, mais aussi pour les ennemis capturés. Des représentants de la Croix-Rouge étaient déjà en route pour documenter le traitement des prisonniers. Les approvisionnements arrivèrent des unités logistiques, rations supplémentaires, couvertures et eau en bouteille. Les officiers ukrainiens coordonnèrent les opérations de récupération méthodiquement, assurant la sécurité pour les équipes de récupération et les journalistes. Ce qui avait commencé comme une des plus grandes offensives blindées de la région s'était terminé en une seule nuit, démantelé par une combinaison de renseignements, de précision et de retenue. Ce n'était pas seulement une victoire sur le champ de bataille. C'était une démonstration de discipline sous pression extrême, une preuve que la guerre moderne ne dépend pas seulement du nombre de tanks ou de missiles, mais de la capacité à intégrer données, timing et humanité dans une réponse unifiée. L'Ukraine avait transformé une offensive blindée entière en épave, tout en conservant sa boussole morale. Dans une guerre définie par la brutalité et la propagande, cela comptait. Au lever du soleil, les incendies commençaient à s'éteindre. Les images de drones montraient l'ampleur de la destruction, des dizaines de tanks détruits, des champs calcinés et une vallée silencieuse désormais sous contrôle ukrainien. Les équipes continuaient de collecter des preuves, numéros de série, journaux de communication et pièces récupérées confirmant l'origine nord-coréenne. Les résultats seraient présentés plus tard à l'OTAN et aux Nations Unies comme preuve de l'implication étrangère directe dans le conflit. Le message était clair, force et stratégie avaient prévalu, mais pas au prix de l'humanité. L'Ukraine avait défendu son sol avec précision et professionnalisme, prouvant que même au milieu du chaos, discipline et éthique pouvaient coexister. Chaque frappe, chaque décision, était délibérée. Pas de haine, pas d'excès, seulement de la détermination. Et c'est ce qui rendait cette opération exceptionnelle. Il ne s'agissait pas seulement de détruire 87 tanks en moins d'une heure, mais de rappeler que le vrai pouvoir sur le champ de bataille ne vient pas seulement de la puissance de feu, mais du contrôle. Contrôle de l'information, contrôle du timing et contrôle de la conscience.